Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Une conférence d'entente nationale pour analyser les causes profondes du conflit malien sera organisée en mars 2017 au Mali. L'annonce a été faite par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion de son discours de Nouvel An. Mesdames, Messieurs, bienvenue au grand dialogue de ce jeudi 9 février 2017. Vous l'aurez compris, on va parler de la future conférence d'entente nationale tant attendue. Quels sont les enjeux de cette conférence d'entente nationale? Pourra-t-elle résoudre les mésententes entre les Maliens? Comment va-t-elle s'organiser concrètement? Pour nous éclairer sur cette question, avec nous sur ce plateau, Mohamed Ousmane Mohamedoun de la CMA, Firoun Maïga de la plateforme, Baba Dakonou, il est analyste et chercheur. Nous avons également invité le bureau du médiateur. Faute pour un calendrier chargé, malheureusement, ils ne seront pas là. Je suis Ousmane Djadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. Un jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali sera posé avec la tenue au mois de mars 2017 de la conférence d'entente nationale intermalien. Alors, Mohamed Ousmane Mohamedoun, vous êtes de la plateforme. Quels sont les enjeux pour vous de cette conférence d'entente nationale qui va donc se dérouler en mars prochain? J'ai entendu que vous avez dit je suis de la plateforme, je suis de la CMA. De la CMA, autant pour moi. Mais c'est un bon signe. J'ai mes traces dans l'histoire de la plateforme pour avoir été fondateur de la plateforme et signataire de la plateforme. Donc j'ai mes traces là-dedans. Mais jusque je suis de la CMA, j'ai signé l'accord en tant que CMA et au nom de la CPA, Coalition de Peuple Azawad. Donc ceci dit, effectivement, la conférence d'entente est une disposition de l'accord. Donc c'est dans ce sens qu'elle doit être effectivement préparée par l'institution habilitée à le faire, et dans une démarche participative et inclusive, parce que cette conférence d'entente a des grands défis à relever, parce qu'une bonne partie des problèmes historiques du conflit doivent faire l'objet de débats au niveau de cette conférence d'entente. Et il y a des questions extrêmement importantes qui doivent également être tranchées de façon très très démocratique et participative, notamment la question de l'unité nationale qui ne doit plus d'ailleurs en réalité être en cause, parce que ça c'est des choses sur lesquelles en principe on ne revient plus. La reconnaissance de l'unité nationale du Mali, l'intégrité du territoire. Mais il y a des questions quand même qui vont faire l'objet de débats, notamment la question de l'Azawad sera au cœur des discussions, ça c'est sûr. Et à ce niveau, je crois qu'il est attendu qu'une charte quand même puisse constituer le couronnement de ces discussions qui va permettre quand même à l'ensemble des Maliens de bétonner un peu ce Mali qui est aujourd'hui en chantier, ce nouveau Mali qui est en chantier, dans lequel l'ensemble des diversités se retrouvent et que l'ensemble des diversités se comprennent, en tout cas dans une démarche inclusive et participative pour son développement. Je crois que c'est un peu ça, de façon générale, sans rentrer dans les détails. Les enjeux aujourd'hui pour cette conférence d'entente, c'est pour sceller définitivement à travers une charte un nouveau pacte du sud vers le nord, de l'est vers l'ouest, en tout cas de tous les Maliens dans leur diversité, pour vraiment racoler les morceaux, recoudre les tissus et aller vraiment de l'avant pour un Mali nouveau, un Mali prospère. Merci Mohamed Ousmane Mohamedoun, Firoun Maïga de la plateforme cette fois-ci, je ne me trompe pas. Alors quels sont les enjeux de cette conférence d'entente nationale pour la plateforme? Oui, merci beaucoup à Radio Tamani. Je répondais encore pour le dire. C'est vrai ce qu'il a dit. Il est plateforme SEMA. En fait, il est le seul qui a pu naviguer de gauche à droite. Plateforme SEMA. Et c'est pour cela que je vois il est très centriste. Et je pense que nous sommes très heureux aussi de savoir qu'il est de l'autre côté. C'est ma plateforme. C'est aussi la même chose. Moi, je pense que conformément à l'accord dit pendant la période transitoire, autant pour moi, pendant la période intérimaire, une période intérimaire serait désignée. Pendant cette période, une conférence d'entente serait organisée.
le caractère inclusif de cette conférence, les conditions qui peuvent permettre à cette conférence de se tenir. Les enjeux, c'était d'abord le retour des réfugiés, la mise en place des autorités intérimaires telles que ça avait été dit, et puis un certain nombre d'accessoires au point de vue juridique, politique, qui doivent être normalement mis en pour permettre effectivement, pendant cette période intérimaire, permettre de créer toutes les conditions qui permettent à l'État aussi de se retrouver, d'être sur le terrain, c'est-à-dire que les services sociaux de base et tout. Alors, c'est dans ce cadre-là que la conférence d'entente est prévue. C'est vrai, comme l'a dit chose comme mon frère, c'est vrai que le caractère inclusif, l'intégrité du territoire, tout ce qui amène l'État malien à se reconnaître dans toutes ces entités est mis en avant. Je pense que le défi, c'est aujourd'hui, par rapport à toute la lenteur et par rapport à un certain nombre de points qui n'ont pas été encore atteints et qui, je pense, normalement être incontournable pour la tenue de cette conférence d'entente nationale, est à observer. Merci Firun Maïga de la plateforme Baba Dakono, vous êtes analyste et chercheur. Alors est-ce que vous pensez que tout sera prêt d'ici le mois prochain justement pour cette conférence d'entente nationale qui se veut inclusive? Je crois que par rapport au tout serait prêt, le médiateur ou le bureau du médiateur de la République aurait été mieux indiqué pour dire si tout sera prêt d'ici la date indiquée pour l'organisation de cette conférence. Et je me permets quand même de revenir un peu sur le contexte dans lequel intervient et l'environnement dans lequel intervient la préparation de cette conférence d'entente nationale. Ça a été rappelé ici, il y a un fait historique qui est ressorti des propos de mes prédécesseurs, mais l'histoire, avant de remonter jusqu'aux années 60, rappelait quand même que la volonté de certains acteurs d'ouvrir le débat au plan national, un débat inclusif sur des questions qui sont tout aussi nationales, a été exprimée depuis mai 2012. Mais maintenant, par rapport à cette conférence, il faut rappeler que les attentes sont diverses. Monsieur Firoun vient de rappeler qu'au terme de l'accord, il s'agit d'une conférence d'entente nationale sur des questions spécifiques qui ont été d'ailleurs rappelées dans l'accord et qui n'a pas une vocation délibérative. Alors que pour d'autres acteurs, ils pensent à un débat national du type de conférence nationale qui a été organisée au début des années 90. D'autres acteurs voudraient que cette conférence d'entente nationale rentre dans le cadre du débat inclusif qui avait été prévu par l'accord préliminaire de Ouagadougou. Donc en fait, vous voyez que les attentes sont diverses et certaines de ces attentes sont même difficilement conciliables, que l'on soit du côté de l'État ou que l'on soit du côté de certains acteurs politiques ou même civils. Mais dans tous les cas, on croit comprendre qu'aujourd'hui, il y a un pan important de la population, notamment la jeunesse, à travers les mouvements et les réunions qui sont en train de se mettre en place, qui tentent de s'approprier cette question d'entente nationale dans la même direction entendu par l'accord, c'est-à-dire un débat national sur des questions spécifiques sans un pouvoir délibératif comme une assemblée nationale pourrait le faire. Merci Baba Dakono. Mohamed Ousmane Nag Mohamedoun, est-ce que vous pensez, vous avez la ferme conviction que cette conférence d'entente nationale pourra sceller définitivement la paix entre les Maliens, puisqu'on va parler de tout? Je crois que si l'ensemble des acteurs, je dis bien si l'ensemble des acteurs est de bonne foi, je crois qu'il y a des lignes rouges qui ont été franchies, parce qu'il faut reconnaître quand même que pour signer cet accord, nous revenons de très loin. Donc, étant donné qu'il y a un certain nombre de lignes rouges qui ont été franchies, c'est pas si c'est le temps franchi qui convient. En tout cas, elles ne sont plus d'actualité. Elles ne peuvent pas être remises sur la table. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui empêche. Vous parlez de quoi en Je parle par exemple du débat sur l'unité nationale, sur l'intégrité territoriale, sur l'indivisibilité du Mali. Tout ça, je crois que c'est des questions qu'on a laissées derrière nous. Donc des questions qui sont tranchées, on est d'accord. Qui sont tranchées, d'accord. Tout le monde a signé que le pays est indivisible, c'est l'unité nationale, c'est l'intégrité du territoire malien, c'est l'intangibilité des frontières, tout ça, c'est déjà tranché par l'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Maintenant, il y a des questions liées à la reconnaissance des diversités dans leur existence, dans leur cohabitation, dans leur épanouissement, dans leur liberté, dans leur valorisation, dans leur reconnaissance culturelle, symbolique, mémorielle, tout ça, qui sont aujourd'hui l'objet de discussions et qui doivent constituer un peu la matière par rapport à cette charte, par rapport à ces nouveaux départs ensemble entre les Maliens, comme je l'ai dit, du sud au nord. Je crois que c'est ça, et des questions qui vont être beaucoup discutées. Et je pense que ça ne va pas être difficile quand même d'aboutir à une charte, étant donné tous ces éléments que je viens d'évoquer, parce que tout ce qui reste aujourd'hui, il n'y a pas de raison à ce que les Maliens ne puissent pas s'entendre sur comment mettre à l'aise toutes ces diversités ensemble, comment les conforter, comment créer les conditions pour que chacun puisse bien se développer, s'émanciper chez lui, mettre en valeur ses différences dans l'acceptation de l'autre. Alors on a parfois l'impression justement qu'il n'y a pas une très grande confiance qui règne entre les groupes armés et le gouvernement, ou parfois entre les groupes armés de la plateforme. Est-ce que cette conférence d'entente nationale va justement permettre de mettre à plat les désaccords qu'il y a à ce niveau? Vous savez, la question de confiance, elle se pose. Souvent, elle se pose même à des endroits qu'on n'a jamais cités. Elle se pose même à l'intérieur des mouvements. Elle se pose même à l'intérieur des communautés. Tous les leaderships souffrent d'une crise de confiance, qu'elle soit interne, qu'elle soit par rapport à d'autres, qu'elle soit entre partis. Il y a cette crise de confiance. Ça, c'est clair. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, des mouvements qui ont signé l'accord aujourd'hui, vous voyez toute une hémorragie de départ, de dissensions, de retours, de dissidences, de mouvements, de va-et-vient. Ça veut dire quelque part que c'est parce que quelque part la confiance est effritée et les gens ne croient plus aux objectifs, ne croient plus à ce qui les dirige. Ils pensent que de l'autre côté on dit mieux ou bien on dit plus de vérité. Et ça, c'est des choses. Donc la confiance, effectivement, elle est mise à l'épreuve à tous les niveaux. Souvent, on a l'impression qu'il y a un problème de confiance seulement entre les partis, gouvernement, c'est ma plateforme. Mais il y a même le problème de confiance même à l'intérieur des partis, à l'intérieur des mouvements. Et je crois que puisqu'on le sait, on connaît les raisons. Les raisons, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la porte de sortie de tout ça, c'est qu'il faut conforter l'ensemble des sensibilités et des diversités. Et ça, je crois que notre pays a suffisamment de ressorts et de ressources pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des diversités, l'ensemble des sensibilités puissent être confortées, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs origines, et d'où la question d'inclusivité. D'où la question de faire participer la société civile, d'où la condition d'avoir un regard sur les organisations de jeunes. Tout ça, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Ce qui est possible il y a 20 ans, 40 ans n'est pas possible aujourd'hui. Il y a 20 ans, on est dans un environnement où peut-être vous pouvez voir quelqu'un qui s'autoproclame en termes de guide, en termes de chef, et soudainement, les décisions que vous prenez avec lui sont acceptées, ça passe. Même si rien ne va, en tout cas, ça passe parce que personne ne se plaint, tout le monde est tranquille. Aujourd'hui, même quand vous faites du bien, les gens vous critiquent. Les gens se plaignent, donc le contexte est extrêmement différent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut essayer de travailler, d'aller avec tout le monde. Nul n'a le monopole aujourd'hui de la responsabilité, nul n'a le monopole de la décision, que ce soit dans un mouvement, que ce soit dans une association. Et ça, je pense que c'est une richesse aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, même dans les cas graves, aujourd'hui, on a toujours, le pays a assez de ressorts à un moment donné pour dire que non, unanimement ou majoritairement, ça c'est dangereux, on ne va pas le faire. Par le passé, ce n'était pas le cas. N'importe qui peut faire de n'importe quoi. Et tout le monde sans chercher à comprendre parce que c'est X, on est parti en aventure. On est parti et là aujourd'hui les choses ont changé. Et je crois que c'est ce que l'État doit renforcer. C'est ce que l'État doit renforcer pour que si la confiance est perdue entre les mouvements, qu'elle soit retrouvée dans la couche sociale. Que la couche sociale ait confiance en elle-même, qu'elle sente qu'elle est capable d'inverser. Plus de pouvoir à la société civile. Plus de pouvoir à la société civile, plus de pouvoir aux communautés, aux populations, aux diversités. Là, c'est extrêmement important. Je crois que ça, c'est quand même des piliers fondamentaux qui vont éviter aujourd'hui à la société de se trouver dans des aventures qu'elle ne souhaite pas. Merci Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Ceci nous amène donc à notre première pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. On parle de la conférence d'entente nationale et ses enjeux. Firun Maïga de la plateforme Dites-moi. Une des questions qui fâche le terme Azawad, qui est l'un des enjeux fondamentaux d'ailleurs de cette conférence d'entente nationale. Alors, comment est-ce qu'on va finalement trancher cette question du terme Azawad qui fâche beaucoup? Bon, vous savez, la question, il faut la remettre dans son contexte. Qu'est-ce qui nous a amené même à cette notion de conférence d'entente? À Alger, vous savez, les mouvements, c'est vrai, à l'époque, on ne se saluait pas du tout. Quand on est dans l'enceinte, on était totalement des Maliens étrangers de part et d'autre. Il y a l'Azawad d'un côté, il y a le Mali de l'autre côté. La question était venue. Alors, quand dans les débats, la question de l'Azawad a persisté et que la médiation, les autres partenaires n'arrivaient pas à nous départager, il fallait trouver une solution pour pouvoir vider cette question. Alors, la proposition de la plateforme, c'était que le concept de l'Azawad, tel qu'elle a été prônée de l'autre côté, n'est pas recevable du côté de la plateforme. Il fallait l'extirper et mettre ça à un niveau de débat national. Il faut que les Maliens... Alors justement, quel est justement qu'est-ce que la plateforme pense de ce terme Azawad? Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Je dis, à l'époque, pour ne pas bloquer les pourparlers, il fallait enlever cette question et mettre ça sur un débat. Il y a des gens qui se reconnaissent dans l'Azawad, comme l'a dit mon frère, qui se reconnaissent dans cette entité telle qu'elle a été créée. Ils sont à l'aise en disant que c'est l'Azawad. Il y a d'autres qui ne se reconnaissent pas, par exemple dans l'Azawad. Mais c'est une terminologie que nous, on entend peut-être que bon, il y a des zones qui sont bien définies, mais maintenant que ce soit des zones qui doivent, une zone qui doit être reconnue et par moi sédentaire, par lui aussi sédentaire ou pour les autres, et qu'on l'accepte, il fallait quand même que ce débat quitte Alger et même au niveau de Bamako, que ça soit quelque chose de national. Voilà l'esprit. Voilà ce qui nous a amené. Et à ce niveau, les mouvements, les partis signataires, les autres acteurs. Et je rejoins ce qu'il vient de dire, c'est que dans cet accord, il y a 3 parties. Mais nous avons vu effectivement les faiblesses et les vulnérabilités qui ont suivi tout le processus. Je reviens sur ce qu'il a dit. Il y a une 4e dimension qui est l'apport de la société civile, des acteurs de la société civile, des responsables, des dignitaires politiques, religieux qui doivent donner leur point de vue, leur regard pour accompagner le processus et mettre ça. Et je vois que c'est une dimension qu'il faut peut-être maintenant prendre en compte. Et c'est dans ce cadre-là peut-être qu'on viendra à un dialogue, à une discussion qui permettrait effectivement d'équilibrer. Maintenant, quant à la notion de l'Azawad proprement dit, pour déterminer est-ce que le Nord va être appelé demain l'Azawad, comment est-ce que l'Azawad va être bon, laissons le temps au temps. Quand la conférence viendra, bon, il y aura le Nord et le Sud, le Centre et partout qui parleront de cette affaire-là. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une question qu'il faut trancher maintenant pour se dire. Et comme il l'a dit, il y a des acteurs à un certain moment qui avaient cette légitimité et aujourd'hui, avec l'évolution des faits, avec ces contradictions que nous avons connues, et puis il y a une autre dimension qui ne maîtrise pas. Nous, on veut de l'Azawad, mais qu'est-ce que les djihadistes vont dire? Qu'est-ce que les islamistes vont dire? Ceux qui disent que bon, la terre appartient à tout le monde, ça appartient à Dieu. Est-ce qu'on est en mesure d'appeler ça Azawad ou bien appeler ça autre chose? Voilà des questions qui vont être posées. D'un point de vue mouvement, d'un point de vue gouvernement, d'un point de vue de la société civile, d'un point de vue des acteurs traditionnels qui sont les responsables eux-mêmes, les chefs traditionnels, les chefs de fraction, les chefs de village, les imams, les grands érudits, les grands... Bon, vous savez, le Mali, c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons façonner pour donner notre dimension parce que nous sommes venus avec des moyens pour dissuader ou bien parce que nous sommes en train de revendiquer quelque chose que nous pensons normal parce qu'à notre temps, il faut le faire. Et les générations futures qui vont venir, et s'ils disent qu'ils ne veulent pas de l'Azawad, ils veulent autre chose, que le Nord soit appelé la France. Merci. Baba Dakono, vous êtes analyste et chercheur. Dites-moi sur ce terme Azawad qui crée autant de dissensions et autant de panique, on va dire, parfois chez certains Maliens. Non, je pense que même si on ne peut pas trancher, on peut quand même rappeler les positions de nombreux acteurs sur la question. On a des personnes, on a peut-être majoritairement dans la conscience collective, l'expression Azawad rappelle toutes les demandes qui ont suivi pratiquement à toutes les rébellions, les plus récentes à partir des années 90. Aujourd'hui, consacrer l'expression Azawad, c'est comme consacrer
je rappelle bien dans la conscience collective, y compris dans certaines parties au nord du Mali, consacrer cette expression, c'est consacrer aujourd'hui de fait pour ces personnes que cette question d'indépendance a finalement abouti, même si textuellement elle n'existe pas. D'un point de vue conceptuel, elle existe puisqu'on consacre que cette partie du territoire national s'appelle Azawad, malgré que, y compris pour certaines communautés établies au nord, l'Azawad constitue en fait un espace, d'aucuns diront une oued, qui est situé à l'est de Tombouctou, au nord-est de Tombouctou, et qui en gros ne dépasse pas quelques centaines de kilomètres carrés. Je ne me rappelle pas exactement la dimension géographique qui est donnée à ça. Donc on a une autre position qui pense que l'Azawad, c'est plutôt une question de terroir, tout comme on dit le Bélédou, tout comme on pourrait dire dans ce pays, on connaît plusieurs terroirs. Donc pour une autre partie de l'opinion, c'est une question de terroir. Mais il faut quand même dire que les positions, pour certaines, elles sont assez tranchées. Et comme je le disais au départ, on a quand même de nombreux médiateurs et de grands experts qui pourront peut-être concilier les positions ou la compréhension du concept de ces personnes sur ces questions. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, on a beaucoup parlé ici du fait que la conférence puisse aboutir à une charte. Je reviens encore sans tout à fait remettre en question l'accord sur un fait. C'est-à-dire aujourd'hui, pour les juristes que nous sommes, le débat c'est quelle est la place de l'accord dans l'ordonnancement juridique du Mali? Peut-être M. Mega a la réponse, mais on n'est pas parvenu à le situer. Ce n'est pas un traité international, ce n'est pas une loi organique, ce n'est pas une loi ordinaire. Donc on a déjà cette difficulté à mettre dans notre ordonnancement juridique interne un acte. Est-ce que le référendum ne pourra pas justement régler ce problème-là? Le référendum est appelé sur une question constitutionnelle bien définie et qui a sa place dans l'ordonnancement juridique. Donc cette question encore de charte m'amène à ce questionnement sur un nouvel acte et quelle sera sa place et sa vigueur face à notre législation interne ou notre ordonnancement juridique interne. Donc il faut juste qu'aujourd'hui on fasse attention sur le lien qu'on est en train de créer entre les actes posés, qui sont entre les décisions prises qui sont souvent actées par le pouvoir politique en place. Donc il est très important d'y faire attention. Merci Baba Dakono. Mohamed Ousmane Mohamedoun de la CMA, on voit quand même que le terme Azawad est l'une des questions phares justement de cette conférence d'entente nationale, l'une des questions où il y a le plus de dissensions entre les différentes parties. Comment est-ce qu'on va résoudre justement ça? Bon, comme je vous l'ai dit, je crois que je reviens toujours à la question de sincérité et de bonne foi. Moi, je ne vois pas de grandes dissensions par rapport à la question de l'Azawad dans une conférence d'entente. Dès lors que les questions qui fâchent ont été déjà réglées. On va être divisé sur quoi? Certaines questions qui fâchent ont été réglées. Oui, pratiquement toutes elles ont été réglées. Maintenant, je pense que les débats aujourd'hui, c'est de sceller un pacte social, tout simplement. Y compris un paragraphe sur ce que c'est l'Azawad dans ce qui est resté dans l'accord. Parce que l'accord que nous avons signé exclut de parler encore des questions de division du pays, exclut de parler d'autonomie, exclut de parler d'indépendance. Et la conférence d'attente est une activité, est une action prévue par cet accord. Donc c'est pourquoi je dis, je ne vois pas de raison pourquoi le débat va nous amener dans une dimension où les gens seraient fâchés contre les autres. En tout cas, si on est de bonne foi ou si on comprend en tout cas les engagements qu'on a pris. Donc pour moi, déjà, l'accord organise déjà les discussions. Chacun sait aujourd'hui ses limites de quoi il doit parler dans cet accord. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, concernant même l'Azawad en question, je pense qu'il y a même des avancées par rapport à la question de l'Azawad. Parce qu'il fut à un moment donné, il y a des endroits où quand vous dites Azawad, vous êtes tout à l'heure en difficulté. Vous n'êtes pas sûr de quitter, de rentrer chez vous. Aujourd'hui, à l'intérieur de Bamako, vous vous présentez secrétaire général d'un mouvement de l'Azawad. On vous salue, on vous donne du thé, vous buvez, vous continuez. Mais ça, c'est extrêmement important. C'est des avancées par rapport au vivre ensemble.
Et c'est lui qui se présente en tant qu'Azawad. En tout cas, il sait qu'il a laissé les questions, en tout cas d'indépendance derrière. Mais aujourd'hui, il se présente aisément par rapport à son frère du Sud en tant que quelqu'un venant d'un terroir Azawad ou bien d'une zone Azawad et que ça ne pose pas de problème. Ça, c'est un acquis extrêmement. Ça pose le problème de la limite justement de ce terroir Azawad. Jusqu'où il va? Est-ce que aujourd'hui la CMA veut qu'on reconnaisse Gao, Tombouctou, Kidal comme l'Azawad ou... Question des limites là. C'est par rapport à l'Azawad. Même par rapport aux collectivités qu'on a créées, personne ne parle de limites. Aujourd'hui, les limites, on n'en parle même pas. Maintenant, si les gens sont d'accord sur c'est une dimension culturelle, mémorielle, historique, Azawad, un terroir, quelque chose de dimension, la dimension géographique, on l'oublie. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est un élément aujourd'hui très sensible. Personne ne va te dire Hombori s'arrête là, Douanza s'arrête là, Gossi s'arrête là, Intilil s'arrête là. Personne ne va te le dire. Donc c'est pourquoi je dis ça, c'est des aspects souvent moi je pense que c'est des aspects qui ne posent pas de problème. Aujourd'hui, l'Azawad est quelque part, l'Azawak est quelque part, l'Azawar est quelque part. Certains, vous leur demandez tous, ils disent que tout ça, c'est une question de langue. Ailleurs, ceux qui disent re disent he, ceux qui disent he disent he. Les gens vont vous dire la même chose. Et vous essayez de faire le rapprochement, vous allez vous retrouver à un espace plus vaste. Mais je dis, ce n'est pas là la question qui est importante. Pour moi, ce débat aujourd'hui va nous amener à formaliser tout simplement un pacte social de l'ensemble des Maliens qui permet quand même de dire voilà comment est-ce que nous voulons notre Mali dans son Azawad, dans son Bélidigo comme il l'a dit, dans son Soni, dans son Askia, ainsi de suite, dans son ainsi de suite. C'est comme ça que je vois la dimension. Sinon, autre débat n'a pas lieu. Alors, certains parlent d'inclure quelqu'un comme Iyad Gali dans cette conférence internationale puisqu'il est malien. Est-ce qu'aujourd'hui ce débat se pose? Bon, vous savez, la question de Iyad Gali et des islamistes en général, je crois qu'il y a eu un débat auquel j'ai participé où personnellement j'ai donné ma position là-dessus de façon claire. J'ai dit la résolution du Conseil de sécurité qui a permis à Ansar Dine de participer aux négociations était claire. Les mouvements islamiques constitués de Maliens, d'autochtones, il y a une ouverture qui dit qu'il faut qu'ils renoncent aux actions qu'on leur reproche et qu'ils aient un projet de société acceptable. C'est comme ça qu'Ansar Dine a été accepté aux négociations. Donc je crois que c'est comme ça que certains qui étaient passés par la force des choses... Ansar Dine n'a pas participé aux négociations sous l'égide d'Ansar Dine. Ansar Dine, la première déclaration de négociation, c'était avec Ansar Dine. Ansar Dine n'a disparu qu'après Konna. Mais peut-être une précision factuelle à ce niveau. C'est vrai que Ansar Dine, à l'époque, c'était en janvier 2013, où il était question de discuter, les groupes avec qui on pouvait discuter avaient été identifiés. Dans ces groupes, il avait été dit que les groupes islamistes composé de Maliens était admis à la discussion. Mais cela est devenu caduc avec l'attaque justement du 11 janvier 2013. Attaque à laquelle a participé Konna, Ansar Dine principalement, avec d'autres groupes armés dits terroristes. Donc si aujourd'hui il faille reprendre le dialogue avec Ansar Dine ou l'inclure dans le processus de dialogue, il est important que ça soit sur une autre base puisque l'autre devient caduc, est devenu caduc avec l'attaque du 11 janvier 2013. Pensez-vous qu'Iyad Gali a sa place je crois que j'ai été coupé, je n'ai pas terminé sur la question. Moi, ce que je voulais dire, qu'il ne s'agit pas de la caducité des Ansar Dine ou quoi. J'ai parlé de la résolution des Nations Unies. Cette résolution, à mon avis, elle est encore valable. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a Gali ou Ansar Dine ou un acteur quelconque qui est dans cette situation, donner sa position de façon officielle, par des canaux crédibles, en respectant les conditions qui avaient été évoquées par des résolutions, présentant un projet disponible à discuter, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas plus grand sacrifice pour la paix. Si c'est là, il est fou. Mais pour le moment, il faudrait que ce soit lui qui fasse le premier pas. Et je crois qu'il y a des spécialistes qui sont exprimés sur la question avant moi. Merci. On va observer quelques secondes de pause avant de continuer cette émission. Une
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La conférence d'entente nationale, quels en sont les enjeux? Nous discutons de cela dans le grand dialogue du jour. Firoun Maïga, justement, à propos de cette question, Diad Agali, est-ce que vous pensez qu'Diad Agali serait le bienvenu au nom de la paix dans cette conférence d'entente nationale? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, mon collègue, je parle couvert, c'est un juriste qui vient de dire, il a parlé de l'ordonnancement juridique, de l'accord et comment est-ce que ça doit être interprété. C'est un point très important et je pense que même au niveau de la conférence nationale, il faut qu'une commission soit mise en place pour interpréter les points juridiques d'un certain nombre d'articles dans l'accord. Parce que le problème c'est quoi? Quand un juriste prend l'accord et qu'il te prend un article, quel que soit l'article 8 par exemple, et il essaie de les décortiquer, du point de vue juridique, il y a une interprétation tellement différente par rapport à la Constitution et son adaptation. Ce qui fait que le juriste, lui, il regarde effectivement l'accord en dehors de sa sphère d'analyse et que ça ne répond pas. Alors que c'est un accord qui a été fait, il faut pouvoir l'interpréter et harmoniser cette interprétation avec la Constitution ou bien les points qu'ils veulent bien soulever. Nous avons fait un atelier, la commission politique institutionnelle, nous avons participé, on a amené des juristes pour essayer effectivement de faire cet exercice, mais nous-mêmes on s'est rendu compte effectivement que la plupart des contradictions qui sortent de l'accord, c'est cette incompréhension et cette incapacité à pouvoir analyser ces points, du point de vue juridique, au point de vue technique comme nous on le dit, ainsi de suite. Alors est-ce que la conférence d'entente nationale va se pencher aussi sur ces questions-là? Je pense que le président de la commission, de la conférence qui est médiateur et qui est un homme assez avisé, doit normalement réunir des experts juristes dans ce niveau-là pour essayer de voir effectivement quels sont les blocages juridiques qui sortent de chaque interprétation qui fait que les Maliens lambda, en l'interprétant l'accord d'une certaine manière, voient que vraiment ça ne va pas avec l'accord. Je parle sur son couvert, peut-être qu'ils vont être choses. Alors, deuxièmement, concernant IAD, vous vous rappelez les premières heures dans votre studio, je vous ai donné l'exemple de plusieurs pays. Je vous ai donné l'exemple de l'Algérie, avec le GSPC, avec tout ce qui a été. L'Algérie a connu 10 ans de problèmes avec les islamistes. Quelle était la solution? Ils sont revenus sur la table, ils ont discuté avec leurs islamistes, comment il s'appelle, un certain nombre d'érudits, Abbassi Madani et tous les autres qui étaient les plus érudits, et ainsi de suite. Ils se sont retrouvés. Et voyez, aujourd'hui, si vous partez en Algérie, ce n'est pas parce que le Coran n'existe pas, mais parce que l'Algérie a eu à transcender cela. C'est une question politique interne. Si on reconnaît qu'Iyad était malien, et c'était un malien qui a assumé des responsabilités dans ce pays, le pouvoir à l'époque a eu confiance, l'a mis en mission. Et si aujourd'hui, pour des questions idéologiques, il a pris une autre dimension, je pense qu'un espace de discussion et de dialogue doit être offert pour qu'on comprenne jusqu'où va cette contradiction qu'il apporte, pour lequel aujourd'hui il s'exprime de cette manière. C'est possible, il faut une volonté politique. Je pense qu'il n'y a aucun, comme on le dit, il n'y a aucune honte, que ce soit par rapport à la vision même de la communauté internationale. Les États-Unis, la France, ils sont en train de négocier avec tous les grands djihadistes qui sont vers l'Est, en Syrie, et ainsi de suite. On ne parle pas de ça. Mais nos frères qui sont des djihadistes, il faut discuter avec eux. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour que la paix revienne au Mali, je l'ai dit une fois, d'autres m'ont dit effectivement, et d'autres m'ont appelé pour me le dire, il y a des Maliens, il a une vision politique différente de la nôtre, sur une thématique religieuse. Nous sommes un pays à 99% musulmans, nous avons la matière. Je pense qu'un débat sur ce point doit être. Et moi, je pense qu'avant cette conférence nationale, il faut que le Mali ait la volonté politique. Pas à lui de venir à nous. Parce que quand l'enfant s'égare de la famille, il s'en va, c'est pas lui qui va revenir. Il faut créer les conditions pour avoir. Je sais que la communauté internationale ne veut pas discuter avec des terroristes. À Alger, c'était la question qu'on avait posée. La question des djihadistes, ils disent que non, les Américains, les Français, tous les autres disent si c'est les terroristes, on ne négocie pas avec. Oui, on ne négocie pas avec les terroristes, mais on négocie avec des Maliens qui se reconnaissent comme il l'a dit,
dans une disposition des Nations Unies telle que ça a été donné du Conseil de sécurité, une fenêtre a été ouverte, il faut se saisir de cette fenêtre-là. Donc moi, je suis clair qu'aujourd'hui, la stabilité du Mali et surtout ce que nous avons, il y a une blanche qui a été enlevée vers Koutiala. Demain, ça va être qui les enlève. On se rend compte que c'est des hommes en noir, ce n'est pas des turbanés, ce n'est pas des grands barbus, mais ils sont partout, c'est les djihadistes, ceux qui veulent pas. Mais pourquoi, de grâce, on va se mettre derrière parce que c'est la vision de la communauté internationale qui nous empêche de voir nos frères et de leur dire vous êtes djihadistes, oui, mais laissez le Mali tranquille. Qu'est-ce que vous voulez du Mali? Si vous voulez, voilà, quelle est la terminologie qu'il faut faire, quelle est l'approche qu'il faut faire. Mais s'il y a un grand érudit, il y a des grands érudits. Et je pense que le débat est ouvert. Donc moi, ma question est très claire. Aujourd'hui, il faut aller à la conférence d'entente. Aujourd'hui, il faut pouvoir créer une commission qui va interpréter juridiquement tous ces points qui vont faire objet de cette pour que les Maliens comprennent. La question de l'Azawad, comme il l'a dit, moi je ne pense pas aujourd'hui. Moi je suis de Gao, je suis de Tombouctou, je suis de Bamako, ainsi de suite. Je ne me vois pas dans l'Azawad. Contrairement à lui, mon frère Ousmane, qui peut se voir dans l'Azawad. Donc c'est une interprétation. Ça, c'est des compromis, comme il l'a dit. Voilà, la charte peut nous amener. Mais la question fondamentale, je le redis encore, les Maliens ne veulent pas, ils veulent aller un peu loin. Il faut discuter avec les frères maliens, quel que soit leur bord, leur vision idéologique, ainsi de suite, pour que la paix revienne. Et je pense que l'axe de la paix passe par Kidal. Et si ça passe par Kidal, ça passe par Iyad. La personne de Iyad mérite d'être écoutée. Et tous les canaux ont été. Il a libéré 80 militaires la dernière fois. Qui est parti les chercher? Ce n'est pas des musulmans. Alors, quand on partait chercher les musulmans, les militaires maliens, mais on le voyait quoi? On ne le voyait pas étranger, on le voyait malien. Pourquoi aujourd'hui on ne lui rend pas l'ascenseur? Merci Maïga. Mohamed Ousmane Mohamedou, est-ce que cette conférence d'entente nationale va permettre de décanter également les situations, notamment un retour de l'administration à Kidal? Bon, je ne saurais vous le dire parce que le retour de l'administration est lié à un certain nombre de facteurs qu'il faut mettre en place, qui ne sont pas seulement la conférence d'entente. Mais ce qui est sûr que la conférence d'entente, c'est quand même a la chance de quand même donner un impact social, je pèse mes mots, impact social entre différentes communautés. Parce que vous voyez, dans l'accord, on voit la dimension mouvement signataire, mouvement armé. Et dans la conférence d'entente, avec la charte qui va sortir, on voit là-dedans une dimension encore plus large. Une dimension plus large, c'est comme un pacte de société, un pacte social entre les Maliens encore, dans une autre dynamique. Et les retours des services sociaux de base, souvent vous savez, c'est nous-mêmes qui ne faisons pas des efforts. Parce que les populations sont quand même fatiguées. Vous savez, il y a une histoire de deux poids, deux mesures, j'ai l'habitude de le dire. Souvent, on crie les retours des services sociaux de base, on perd du temps beaucoup sur là où c'est compliqué, alors que là où c'est facile, les gens n'ont pas l'école, ils n'ont pas la santé. Et ça, c'est un grand problème. Souvent, on se pose la question de la crédibilité de nos discours, de la sincérité de ce que nous disons. Et donc, on met tout l'accent sur des endroits qui ne sont pas accessibles, difficiles, il y a l'insécurité. Et pourtant, là où il y a la paix, les gens sont prêts, il n'y a même pas d'école, il n'y a pas de santé. Ça, c'est des questions qui doivent être posées au niveau national, ils doivent trouver une solution. Ça n'encourage pas à faire des efforts là où il faut faire des efforts. Parce que les gens se comparent. Les gens se comparent. Souvent, il faut qu'il y ait la crédibilité au niveau des acteurs. Il faut qu'on croie sincèrement que réellement notre État veut nous apporter à boire, à manger et des soins. Pour qu'on les croie, il faudrait bien qu'on les voit faire des grands efforts là où ils peuvent faire. Pas qu'on les voit continuer toujours à faire des discours, à crier qu'ils veulent faire quelque chose là où c'est difficile, alors que là où ils peuvent faire déjà, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on va penser? Alors, il y a une rencontre de haut niveau, il y a une réunion, une rencontre de haut niveau justement qui suivait le blocage qu'il y a eu au niveau du comité de suivi de l'accord. On voit beaucoup de dirigeants de la CMA qui sont arrivés à Bamako, notamment Bilal Agachérif. Est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, je ne sais pas si ça va changer, mais c'est quand même un recours extrêmement important. Et ce que je peux vous dire, c'est que la question de l'inclusion, l'inclusivité, si elle n'est pas réglée par cette réunion, ça veut dire qu'on est à la case de départ. Ça veut dire qu'on aurait amusé la galerie tout simplement. Donc aujourd'hui, chacun croise le doigt. On est en train d'attendre
tout ce qu'on attend en réalité de cette réunion, ce n'est pas des prolongations, ce n'est pas fondamentalement des prolongations d'autorité intérimaire, ni quoi que ce soit, même si cela peut être nécessaire. Mais ce qu'on attend surtout, c'est qu'il y a des acteurs qui sont signataires de l'accord et qui n'ont pas encore convenablement leur place dans cet accord. Et on ne peut pas le mettre sans eux. Si cette réunion arrive à régler ces problèmes, là, on peut dire qu'on est en train de marquer un pas vers la mise en œuvre de l'accord. C'est tout ce que je peux vous en dire et c'est essentiellement ce que nous attendons de cette réunion et non toute cette panoplie d'experts qui réfléchit avec des théories façon. Les théories, on en a assez, on en a beaucoup. Voilà. Merci Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Baba Dakono. J'espère que la dernière partie. Non mais d'autres, hein, vous êtes chercheurs, hein, d'autres aspects justement de cette conférence internationale, on se pose la question si d'autres grands dossiers, hein, tels que le dossier Sanogo, tels que Aguelok ou d'autres massacres perpétrés par l'armée malienne ou les groupes armés seront aussi sur la table. Encore une fois, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne sais pas, je n'ai pas vu... Est-ce que vous pensez que ces dossiers doivent être sur la table? À mon avis, ces dossiers ne doivent pas, parce qu'au risque de vouloir tout mettre, on risque de passer à côté de l'essentiel. Pour le moment, je suis sûr que les débats sur la seule question de l'Azawad peuvent prendre beaucoup de temps, et avec toute la pédagogie qu'il faut mettre par rapport à ces débats-là. Donc nous avons d'autres questions, vous avez parlé de la question de Agali, il y a également toutes ces questions institutionnelles sans les remettre en question. On peut y revenir. M. Mega a également parlé de questions de cadre juridique. Donc en fait, il y a un certain nombre d'éléments de l'accord eux-mêmes qui vont prendre certainement beaucoup de temps, qui doivent être aplanis par tous les acteurs, parce que jusque-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de ne pas être associées, de ne pas comprendre par rapport à cet accord. Et je crois qu'à un moment, on a même parlé de problème de communication, certainement problème de compréhension par rapport aux dispositions de l'accord. Phil Maga, est-ce que ces dossiers, selon vous, doivent apparaître dans ce débat? Non, mais moi je pense que bon, c'est vrai qu'il y a assez de dossiers, il y a des dossiers brillants au Mali. Bon, mais il faut serrer aussi les choses, quoi, aujourd'hui. La question de la conférence d'entente, je pense qu'elle est importante puisque c'est inscrit dans l'accord et il faut le faire, mais il y a des préalables, ainsi de suite. Si les populations réfugiées en Mauritanie, au Burkina, au Niger, en Algérie ne sont pas retournés dans leur tiroir pour que même les mouvements comprennent que demain certaines actions ne pourront pas amener, ou les terroristes même vont comprendre qu'on ne pourra pas agir sur des populations comme ça parce que c'est insolite. Je pense que on ne trouvera pas une réponse ou bien on ne trouvera pas des solutions à court terme pour dire ça. Il faut le retour obligatoirement des populations, il faut les encourager. Il faut que cette réunion, comme que vous venez de dire, il y a des agendas, comme on le dit, il y a des problèmes de leadership qui vont sortir là-dedans, mais la réalité c'est que le Mali qui a la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord s'assume. Et il faut que le Mali partage avec les autres co-signataires de l'accord, la CEMA et la plateforme, pour que le caractère, c'est vrai, on a dit consensuel, mais la responsabilité de la mise en œuvre, le leadership de la mise en œuvre revient à l'État. Et que l'État s'assume, que les mouvements le comprennent. Et je pense qu'il faut qu'il y ait vérité, et que cette vérité soit dite à chaque partie. Merci Firoud Maïga. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, un appel à lancer aux Maliens, justement par rapport à la conférence d'entente nationale et à ses enjeux. Bon, l'appel que je lance aux Maliens, c'est qu'il faut qu'ils prient pour le Mali, parce que la réunion de demain est une réunion, en tout cas si elle a eu lieu, pour l'instant, l'essence... Ça, c'est la réunion de haut niveau. De haut niveau, exactement, et qu'on appelle dans le jargon du processus un CSA ministériel, comité de suivi de l'accord ministériel. Donc c'est de prier pour que cette réunion prenne des décisions importantes qui nous font avancer vers la paix, qui nous amènent vraiment à créer facilement les conditions qu'on s'écoute mutuellement et qu'on puisse faire avancer ce processus. C'est le seul appel que je peux lancer. Et par rapport justement à la conférence d'entente nationale? La conférence d'entente, mon appel c'est surtout à l'endroit de l'organisateur, le médiateur de la République. J'espère seulement qu'il va créer les meilleures conditions, même si l'accord est fermé là-dessus,
Et j'espère qu'il va créer les meilleures conditions pour qu'elle soit le plus participative possible. Merci Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Je rappelle qu'on avait invité d'ailleurs le bureau du médiateur. Malheureusement, leur calendrier ne leur a pas permis d'être là. Ceci met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Elle a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Mamadou Ouattara était à la mise en onde. Salim Djouara était à la régie vidéo. Retrouvez cette émission sur www.studiotamani.org, celle-là ainsi que toutes les autres. Merci, à demain pour une autre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.